Allez, donc bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Je ne vous les fais pas plus long. Vous l'avez donc déjà eu. Ceci n'est que pour l'enregistrement. Donc écoutez, nous allons voir aujourd'hui dans ce webinaire qui est vraiment exceptionnel dans le matin, voir comment est-ce qu'il faut préparer donc justement sa semaine sur les marchés et comment on va dire en général on doit de manière naturelle préparer chacune de nos interventions sur les marchés. En effet, ce que je peux constater, ce que je vois souvent, c'est que vous allez plus, enfin ceux qui échouent, on va dire en général, donc je ne vous cible pas nécessairement, ceux qui ne réussissent pas à s'inscrire dans la durée et dans la performance sur les marchés, c'est souvent justement parce puisqu'ils vont réagir à des stimuli externes qui sont donnés par le marché. Autrement dit, ils vont se laisser envahir par leurs émotions, ils vont se laisser envahir par l'instantanéité du moment, si j'ose dire, et au lieu d'être dans la réflexion, le calme, la gestion, la discipline, la rigueur, autrement dit, au lieu d'être dans l'application de stratégies, dans l'application d'analyse sérieuse, ils vont être dans la réaction. Évidemment, je sais bien que lorsqu'on est face au marché, il est très facile de réagir de manière émotionnelle, il est très facile de se laisser envahir par tous ces sentiments, il est très facile de voir, tiens, le marché casse une résistance, hop, j'y vais. Non, il ne faut jamais agir comme ça. Il faut préparer absolument chacune de nos interventions sur les marchés et ne jamais se laisser attraper, je dirais, par un mouvement impulsif du marché. On va saisir un mouvement impulsif du marché uniquement s'il rentre dans le cadre de notre plan de trading, de notre plan pour investir, pour acheter d'actions, pour voilà. Autrement dit, l'improvisation, le hasard sur les marchés, il faut vraiment en faire votre deuil. Si vous voulez réussir, il ne s'agit pas de faire le malin face à une caméra comme font certains, de faire 4 vidéos, etc. Il s'agit de travailler sérieusement vos plans de trading. Et encore une fois, je le répète, le trading, ça n'a rien de très amusant. C'est un métier qui est extraordinaire, qui est passionnant, mais qui n'est pas amusant. Si vous tombez dans l'amusement, vous allez tomber nécessairement dans le « je me trompe », je réagis, je laisse mes émotions prendre le dessus. Alors que le but du jeu, c'est vraiment de vous inscrire dans quelque chose de rationnel, de rigoureux et de discipliné. Donc, en fait, comment est-ce que vous allez travailler donc, vous l'avez vu pour la plupart. Donc, on va reprendre donc, le tableau classique de l'analyse en 8 phases que nous faisons lorsque l'on analyse donc, un marché. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on va analyser donc déjà ce qu'il y a eu la journée précédente et lorsqu'on passe sur la semaine précédente. Donc, le premier élément de notre analyse, ça va être l'analyse de la semaine précédente. Ensuite, on va évidemment étudier pour élaborer ce plan, pour donc préparer notre semaine de trading, on va étudier les éléments de tendance et les éléments de volatilité. Encore une fois, souvent j'entends parler de tendance, on est en tendance haussière ou baissière, ça ne veut strictement rien dire à ce stade. Donc déjà, vous le savez, ou du moins tous qui ont lu mon livre ou qui ont suivi dans les formations, si vous ne quantifiez pas réellement la tendance, si vous n'arrivez pas à déterminer quelle est sa maturité et sa vitesse, dire que le marché est haussier ou que le marché est baissier ne veut absolument rien dire. Et surtout, moi, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est que ça ne nous sert à rien. Moi, si je trouve sur un marché, enfin, si on me dit qu'un marché est haussier, je ne sais pas, enfin, ça ne m'aide absolument pas. Si on commence à me dire qu'on est sur un marché qui est haussier en tendance haussière
impulsive, là, je vois donc tout de suite, ça m'ouvre des éléments clairs car ça m'explique immédiatement les stratégies que je vais pouvoir utiliser et les stratégies que je ne pourrai pas utiliser. Vous voyez comment juste en quantifiant la tendance, on va connaître les stratégies que l'on peut utiliser, les stratégies que l'on ne pourra pas utiliser. Et donc, ce faisant, encore une fois, l'idée avec la méthode GTS, ce n'est pas une méthode pour faire une méthode. L'idée, c'est bien de nous simplifier la tâche à chaque instant. Donc, dès lors que l'on quantifie la tendance, si la tendance est impulsive, on élimine un certain nombre de stratégies. Et comme dans tout métier où la décision est compliquée, dès lors que l'on allège les postes de choix, donc autrement dit, dès lors que l'on supprime des choix, on va aller vers des décisions qui seront nettement plus faciles à prendre. On va éliminer toutes les stratégies que l'on ne doit pas utiliser, donc on va s'enlever du stress. Enfin, bref, voilà. Donc tout est fait vraiment pour nous faciliter la tâche. La tendance, ok, et bien évidemment, le deuxième élément que l'on va étudier avec la tendance, je suis toujours dans l'analyse en 8 phases des marchés, ça va être la volatilité. Ensuite, nous allons étudier les zones de valeur, puis nous allons étudier les critères éventuels de retournement. Ça, c'est le 4e point. Le 5e point, ça sera, on va définir pour notre plan de trading un sens prioritaire et un système de trading éventuel. Donc, le sens prioritaire, c'est soit achat, soit vente. Le système de trading, je vous le rappelle, au cas où, il y en a 3. D'accord? Le trend following cassure, le trend following retracement et évidemment tous les systèmes de trading à base de mean reversal, autrement dit en contrariant, dit in French. Ensuite, le 6e point, évidemment, on va définir les niveaux importants. Pourquoi les niveaux importants? Car les niveaux importants vont être les niveaux sur lesquels on va se focaliser, les niveaux sur lesquels on va éventuellement aller rechercher des stratégies, des choses importantes. Donc, on sait que sur le marché, il y a des niveaux, il y a des zones qui ont été travaillées, qui pourront être travaillées par les indicateurs. Ça peut être des niveaux de Fibo, ça peut être des supports résistances, ça peut être des extensions de Fibo. Donc, tous ces éléments-là, on va essayer de les déterminer à l'avance. Encore une fois, l'idée, c'est de nous alléger, de ne pas avoir à rester collé face aux écrans ou en stress ou tendu. L'idée est toujours la même. On doit se faciliter le travail pour être le plus performant possible. Le 7e point, on va définir les stratégies. Donc, à l'avance, on va définir les stratégies que l'on pourra utiliser. Et le 8e point, on va choisir aussi le niveau d'allocation. Autrement dit, quelle sera notre exposition sur le marché en fonction. Alors, vous le savez, ça va être à la fois en fonction du marché, autrement dit, est-ce que la tendance, est-ce que la volatilité, est-ce que ma vision du marché est claire? Donc, est-ce que je pense que mon taux de réussite sera suffisamment important pour que je travaille à tel niveau de risque? Mais aussi, évidemment, on va faire varier notre exposition en fonction de nos résultats précédents. Autrement dit, Autrement dit, si on est sur une phase de gain ou une phase de perte, et on va différencier, attention, phase de gain, phase de perte en fonction de nos différentes stratégies, d'accord? On va augmenter, par exemple, l'expo, mettons qu'on soit, pour faire très facile, mettons qu'on soit sur une tendance claire, plutôt soutenue, où les systèmes de type trend following en cassure fonctionnent très bien. Donc, on a très logiquement nos stratégies de trend following cassure qui fonctionnent très bien, mais c'est un marché qui retrace relativement peu et toutes les stratégies de retracement échouent puisqu'il y en a trop peu, je dirais, et sur le nombre, on ne réussit pas à avoir un taux de réussite fort. Donc, on va différencier nos expositions, notre allocation. Sur les stratégies donc, de cassure, on sera full. Sur les stratégies de type retracement,
on sera peut-être à 50% ou donc à 30%, voire on ne travaillera plus les stratégies de retracement si on considère que c'est une période où ces stratégies ne fonctionnent pas comme on le souhaite. Ok, ça marche? Allez. Donc, voilà pour la théorie. Donc, allons-y tout de suite pour les analyses. Donc, on va étudier ce que le marché nous a fait donc, la semaine précédente pour préparer cette semaine, donc nos 8 points. Donc, je vous les répète pas. Alors, je voulais vous le mettre à l'écran, puis j'ai décidé de tout vous faire comme ça. Donc, je viens comme ça. Je pense que vous êtes plus attentif que si je vous mets des slides à l'écran. Voilà. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, l'analyse semaine, elle est plutôt très facile. Depuis 3 semaines, donc maintenant, le CAC est inscrit dans un range extrêmement faible en amplitude, extrêmement long en durée, typique d'une vague 4 qu'on avait identifiée dans nos analyses depuis déjà plusieurs semaines. En fait, donc, on attendait cette vague 4. Donc maintenant, moi, j'attendais une vague 4 qui irait retracer sur les 5300 points, ce qui n'est pas le cas à ce stade. Donc, je constate qu'on est sur une vague 4 longue, je répète, très longue en amplitude, très longue en durée, pardon, très faible en amplitude, puisque depuis 3 semaines, on tourne avec des amplitudes autour de 50 points la semaine, ce qui est juste phénoménal en termes de faiblesse. Voilà, c'est juste bon. Alors, à ce stade, on a pu travailler les 2 premières semaines. Moi, j'ai travaillé le range très classiquement. On short les résistances, on achète les supports. La 3e semaine, dont la semaine dernière, j'ai commencé à dire, donc maintenant le range est très étendu, donc on attend une sortie. Et pour cette semaine, c'est exactement aussi ce que je vais faire, c'est-à-dire que je considère que maintenant, en intraday, le potentiel de range vente-résistance, achat-support commence à être épuisé, commence à être un petit peu risqué. Alors, donc, vous voyez, vu que le range est très long, attention, il faut logiquement s'attendre à une sortie. Alors, c'est vrai qu'on est sur une année 2017 un peu exceptionnelle à plusieurs plans, donc on pourrait encore continuer une semaine ou deux. À titre donc historique, on avait eu un peu ce type de marché en 2016, juste avant le référendum italien. On avait eu 19 ou 20 journées de range comme ça, donc très étroit, sauf qu'à l'époque, le CAC était à 4600 points, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on était 700 points en dessous et la volatilité de ce range était de 120 à 150 points. Donc, on est dans une volatilité 3 fois inférieure à ce qui était déjà l'an dernier un range exceptionnel. Voilà. Donc, moi, j'attends donc maintenant une sortie. Je ne sais pas si ça va avoir lieu aujourd'hui, demain, si les marchés vont attendre que Trump fasse voter son plan fiscal ou pas. Est-ce que ce plan fiscal sera acheté ou est-ce qu'il sera vendu? Ce n'est pas le genre de questions que je me pose. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai une situation technique qui est exceptionnelle. Comment est-ce que je l'aborde? Alors, le gros du travail, ça va, je répète, donc maintenant, attendre une cassure claire de ce range en données donc quotidiennes, hein, puisque en intraday, on a eu 2-3 faux signaux, donc ce n'est pas la peine d'essayer de attraper la cassure en intraday. Il nous faudra attendre une cassure en données quotidiennes qui là nous offrira donc très probablement un joli signal swing à jouer, soit pour jouer un retracement, soit pour jouer une accélération haussière, donc comme on avait eu juste après le référendum italien. Il devait être le 5 et 6 décembre, si je n'ai pas de bêtises, donc ça devait être le 5, et le lundi, ça devait être le 6 décembre 2016, donc de mémoire. Hein. Donc, voilà pour le plan
à travailler. Alors, est-ce que du coup, on ne travaille plus du tout en intraday? C'est une question que vous pourriez me poser. Est-ce que vous me recevez bien? Parce qu'il y en a qui disent OK, bon, ça marche, oui, non, ça va. C'est vous qui avez souvent des problèmes. OK, super, non, non, ça vient de 1. Donc, du coup, j'ai perdu le fil. J'ai plus ce que je veux dire. Vous chantez intraday, donc merci. OK, merci. Donc, en intraday, est-ce que du coup, j'attends, et si le marché reste 15 jours encore coincé dans ce range, est-ce que je vais jouer au golf tous les jours? Bon, voilà. J'aime bien le golf, mais je préfère travailler, en fait. Donc, comme je vous ai dit, en intraday, maintenant, je me méfie. Mais on va pouvoir quand même travailler en intraday toujours la même chose. Hein. Vente résistance, achat support. Donc, la vente résistance, soyons clairs, c'est le niveau 5383,93, c'est un niveau donc, de vente. Le niveau d'achat, c'est le niveau 5336, 5345. Voilà. Alors oui, on peut continuer à le faire dans certaines conditions. Et là, j'en viens au point 8 que vous avez évidemment bien noté sur vos calepins, qui est on va faire varier l'exposition, notre allocation. Autrement dit, je considère que cette stratégie qui consiste à jouer uniquement le range, cette stratégie qui consiste à jouer uniquement le range peut éventuellement être encore jouée à condition de la jouer avec un levier très réduit. Levier réduit, je considère que, donc à compter d'aujourd'hui, je vais travailler entre 30 et 50% de mon exposition habituelle. Mais surtout, je vais le travailler avec un stop toujours très court. Alors, pourquoi avec un stop très court? Au début, lorsque je commençais à travailler le range, j'ai plutôt travaillé avec des stops de type TRDMA. Mais aujourd'hui, si je suis en attente d'une cassure, aller travailler avec un stop large, ça veut dire avoir une exposition un petit peu bête, puisque je risque effectivement de me prendre 20 points, dont 30 points dans les dents, puisque j'attends une cassure. Donc, mieux vaut travailler avec un stop court. Donc voilà. Alors évidemment, pour les éléments dont tendance et de volatilité, nous en avons donc discuté. Donc c'était les points 2. Je pense que tout le monde a eu donc le décompte que je suis depuis très 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 longtemps, donc je ne vous le refais pas. L'élément ensuite que je vais étudier, c'est les zones de valeur. Zone de valeur. Donc, les zones de valeur, je vais mettre mon petit FCE. Donc, il s'avère que là, j'ai un calculateur automatique. Donc là, ça me calcule automatiquement N1. Là, je me rends compte que donc, N1 est entre 72,5 et 75,5. Depuis que nous parlons, depuis l'ouverture ce matin, donc, le FCE évolue dans N1. N2, ici c'est 61, donc 67. On est N2 en support et on est au-dessus de N2. Et le 4 heures, on est évidemment très au-dessus de N3. Donc, comment est-ce que j'utilise les zones de valeur dans mon plan donc, de trading? Alors, pour ceux qui ont suivi la formation ou pour ceux qui ont suivi les webinaires, vous avez la grille en fonction du positionnement des cours avec les zones de valeur et en fonction du positionnement des zones de valeur entre elles. Là, on a bien N3 inférieur à N2 inférieur à N1 et pour le moment, les cours qui travaillent N1. Donc, pour le moment et à ce stade, on a bien un alignement clair
Cet alignement clair va nous donner un certain nombre de stratégies à utiliser. Donc, très typiquement, on va éliminer les stratégies que l'on ne peut pas utiliser et on va se focaliser sur un certain nombre de stratégies. Là, on sait déjà que sur ce type de configuration, on a plutôt un biais haussier, même si là, on est en train de jouer avec N1. Donc, on va dire que si l'on passe sous N1, en intraday, on sera relativement neutre en intraday, donc purement, mais on sait que par contre, on n'a pas l'autorisation de travailler avec des stratégies de type cassure short. On peut travailler qu'avec des stratégies de type pourcentage RT short, etc. Donc là, je ne peux pas vous faire tout le détail de toutes les stratégies, mais parce que ça serait trop long. Mais donc déjà, juste le fait de repérer en 30 secondes le positionnement des zones de valeur entre elles et le positionnement des cours par rapport aux zones de valeur nous indique les stratégies que l'on peut utiliser et les stratégies et les systèmes de trading que l'on ne pourra pas utiliser. Encore une fois, c'est un gros confort de savoir que si on venait à avoir une stratégie de type SHMO short dans demi-heure, je sais, moi, que je ne peux pas la trader, que je ne dois pas la trader. C'est le type de stratégie qui, avec les zones de valeur telles qu'elles sont positionnées aujourd'hui, c'est le type de stratégie qui ne va pas me donner un taux de réussite très intéressant. Voilà. Donc, très grand confort. Je connais les stratégies que je pourrais utiliser. Je connais les stratégies que je dois éviter. Oui, pour N1, c'est le pivot daily, CMA 147 en 5 minutes. C'est exactement ça. Ok, ça marche. Donc, on va revenir à notre petit cake. Donc, nous avons bien analysé la semaine précédente. On a vu quoi, que les éléments de tendance et de volatilité très particuliers. Donc, on a vu que sur la tendance, en fait, il n'y en avait plus en intraday, il n'y en avait plus en swing trading. Qu'on est évidemment sur une tendance long terme, type investisseur, toujours acheteuse haussière. On a vu que la volatilité était à des niveaux extrêmement bas. On vient d'étudier les zones de valeur, les points 3. Donc maintenant, on doit analyser les critères de retournement éventuels. Alors, là aussi, on a une grille de suivi afin de faciliter votre travail, mais là, je ne vais pas vous la faire pour aller plus vite. On va juste s'intéresser à deux éléments, moi, qui m'intéressent à ce stade. C'est qu'on a une stratégie d'un potentiel de BO fail en cours avec une divergence H4 RSI MACD double. Donc, autrement dit, on a sur les critères de retournement, nous indique qu'on ne peut plus être agressivement acheteur sur ce marché puisqu'il y a des éléments techniques qui pourraient envoyer les cours aller retracer une grosse centaine de points. Donc, on est obligé de se montrer prudent. Alors, se montrer prudent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bon, du coup, je suis aussi investisseur. En H4, j'ai une divergence. Je suis sur un range, j'ai une faible volatilité. Vous voyez, il faut éviter de se mettre en confusion. Il faut être très clair. Et très clair, mes zones de valeur sont là donc pour me dire que le biais est plutôt à l'achat, d'accord, que la réalité c'est qu'on est sur un range. Le point 4 dont les critères de retournement me font dire qu'on est potentiellement sur une zone de retournement avec une stratégie de type BO fail. Donc prudence, donc il ne s'agit pas de s'enfuir, il ne s'agit pas de dire je fais rien, etc. Il s'agit juste de reconnaître que là, à ce stade, on est vraiment sur une zone très spécifique.
le terme confusion, je l'aime pas, donc je ne veux pas dire que c'est une zone confuse, c'est une zone de vague 4, très classique, je dirais. Et les vagues 4 sont souvent très mal interprétées par les traders ou les investisseurs, parce qu'ils vont être très impatients. Alors qu'une vague 4 exige d'être très patient, très calme, très serein dans chacune de nos interventions. Donc, on est bien sur une vague 4, on est bien sur une potentialité de cassure et de retracement plus profond, mais on pourrait aussi très bien avoir une extraction donc par le haut avec une extension immédiate, avec une poursuite en vague 5. Donc, je répète, on va travailler sur l'exposition. Autrement dit, on va réduire notre niveau de risque en attendant d'avoir un véritable signal en unité de temps quotidienne. Voilà, c'est simple, c'est donc basique. On voit bien que là, on a de la confusion, ce coup-ci dont je le dis, à tous les étages, car tout est possible. Puisque tout est possible réellement, puisqu'en dépit des zones de valeur, le fait qu'il y ait une grosse divergence peut faire que l'on est sur le point de se retourner. Donc, tous ces éléments-là font qu'on ne réussit pas à avoir un sens prioritaire. Sens prioritaire, je vous rappelle, on est au point 5. Sens prioritaire, système de trading, on va voir. Donc, je n'ai pas de sens prioritaire. Je continue à travailler le range en intraday et je continue à attendre une cassure sur les unités de temps supérieures. Donc, vous voyez, je suis plutôt... Je vais utiliser donc le point 5, système de trading. Ça va être mine reversal en intraday et attente de trend following cassure en swing trading ou en investisseur. Donc j'espère que tout est clair. Vous voyez, selon l'unité de temps sur laquelle on travaille, le système de trading que l'on va utiliser ne sera pas le même. Voilà. Bon, les niveaux importants. Donc, OK, pour le sens prioritaire, à ce stade, je n'en ai pas. Je suis vraiment long short, 50-50. 50-50. Donc, les niveaux qui sont importants. Les niveaux qui sont importants, je vous l'ai dit, niveau résistance, là, c'est d'une évidence forte. C'est le 83-93. Niveau support, 36, 50. 5336, 5345. Voilà, ce sont les deux niveaux et dont tous les abonnés le savent et ça fonctionne très très bien. Depuis 10 jours, le niveau pivot intermédiaire qui est le 5365 qui en intraday, mais là en scalping très très court, va nous offrir un biais, voilà. Donc 5365 niveau pivot intermédiaire du range. Autrement dit, au-dessus, on a plutôt un biais haussier pour aller travailler le haut du range et la résistance. Là, je vous parle non plus en intraday, mais en scalping pur. Sous le 65, biais donc baissier. Alors, ensuite, on va choisir les stratégies. C'est le point 7. Alors, les stratégies, donc je répète, en intraday, soyons clairs, stratégie de type mine reversal. Je vends les hauts, j'achète les bas. Basique. En swing trading à investisseur, j'attends clairement une sortie impulsive de type SHMO de cette configuration. Si cette sortie vient, j'agirai sans stress, calmement, avec rigueur et discipline. Vous voyez, je sais à l'avance ce que je vais faire et je serai, ça c'est le point 8, exposé à 100, voire 120% selon le type de sortie. Donc, je suis très patient, je suis très calme et j'attends la sortie. Lorsque la sortie sera là, je la jouerai si elle satisfait aux critères que je souhaite.
Voilà. Et donc, le point 8, allocation pour le trading en intraday, je répète, allocation très réduite, 30 à 50%. Donc voilà pour la présentation. J'espère que tout est clair, que tous les points sont clairs. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. Donc, Sylvie, tu me dis même que j'ai répondu à une live, donc je ne sais pas, tu avais dû me poser une question. Peut-on considérer le BO fail potentiel et divergence en cours dans le range pour travailler? Ouais, c'est vraiment trop dangereux. Voilà. Si j'ai répondu, c'est super. Divergence, tu as toujours une divergence après une forte poussée et ensuite une mise à plat des cours. Non. Non, il faut déjà qu'il y ait un haut plus haut à un moment sur le range. Tu n'as pas de divergence. Excusez-moi, je vais vous mettre la question qu'on me pose. Tu n'as pas de divergence si jamais ça sort par... si tu as une correction à plat de type flag, donc de type canal descendant, tu n'as pas de divergence. Après, tu peux avoir une divergence sur une poussée très violente au démarrage en tendance impulsive. Mais là aussi, vous savez ce qu'on fait avec les divergences en tendance impulsive. Donc, il n'y a aucun doute, les divergences, là, on y est en plein. La vague 4 doit être baissière, mercredi d'automne, il y a eu un plus haut, donc ce n'est pas déjà la 5 dans ce cas. Oui, enfin, là, c'est... Je vous mets aussi donc la question. C'est exactement, Jean, pour cette raison que je dis bien que je suis prudent sur un certain que je n'ai pas de biais, je vais y arriver. C'est pour cette raison que je dis que je n'ai pas de biais fort, que je ne sais pas si je suis plutôt acheteur, plutôt vendeur. Donc, je me focalise très clairement en intraday. Je continue à travailler le range, je me pose aucune autre question. En swing trading, investissement, je me pose aucune question, mais là, le système de trading est tout à fait différent. J'attends le trend following cassure à condition, je répète, que le signal soit là. Si j'ai une sortie qui ne me convient pas, vous l'avez donc dans le mag ou dans la webconférence hebdo, je vous ai donc détaillé la sortie qu'il faudra pour valider le signal. Si je ne l'ai pas, je ne ferai pas. Donc, si je suis en attente, j'attends une sortie. Si la sortie se produit, je vérifie que tous les critères que j'attends pour valider cette sortie sont là. S'ils sont là, je clique. Autrement dit, j'ai automatisé toutes mes interventions. Et en automatisant toutes mes interventions, j'ai éliminé tout le stress. C'est, je veux dire, simple et basique. Donc, pour terminer, Jean, le BO fail, ça pourrait être une vague 5, mais on peut avoir, il faut aussi être quand même large d'esprit, on peut avoir une vague 4 qui peut être encore plus longue que ce qu'elle est là, donc qui va corriger à plat, qui va faire des hauts plus hauts et qui va faire en fait une sorte de zone d'élargissement. Voilà. Donc, il ne faut pas... Une vague 4 n'est pas nécessairement en forme ABC ou en forme de canal descendant. Ça serait trop beau, ça serait, je veux dire, trop facile. Voilà. Le range est clair désormais, mais à partir de quand pouvait-on l'identifier? Moi, je l'ai fait de... Écoute, alors je veux pas être... je pense que depuis début octobre, on joue ce range. Voilà. Alors en fait, pour être clair avec toi et dès le début, moi c'était une analyse de vague, donc d'Elliott. En fait, je n'ai pas joué le range au début, hein. J'ai joué le fait que je vendais les hauts. Voilà. Et puis ensuite, parce que j'ai vu que ça ne voulait absolument pas casser, donc là ça a été à compter du 10, je dirais 10-11. Écoute, il faudrait... vérifier dans les mornings, parce que comme tous les jours j'écris
que je dis ce que je fais, c'est plus facile à vérifier. Mais de mémoire, c'est ça. Moi, j'attendais cette vague 4 dont j'ai commencé à faire vendre les hauts. Elliott est un peu trop subjectif, je pensais que tu avais d'autres critères. Oui, il y en a d'autres, mais écoute, là, je peux pas faire le détail ce matin. On n'aura pas le temps. Attends, parce que j'ai plein de questions. Pour la conférence BCE, ok. Sur le point de retournement, tu regardes langage 4, ok. Ah merde. Je veux dire zut, pardon. Coller la réponse. Sur le point de retournement, tu le regardes en H4, puis en H1, puis en M5, ou bien uniquement sur UTM et UTP. Pour la divergence, tu me parles là et du BO fait H1, je veux dire, donc minimum, et puis encore, tu vois bien que là, la difficulté, comme je vous l'explique tout le temps, c'est que sur les ranges, on va avoir beaucoup de stratégies qu'il faut très vite éliminer parce qu'on va pouvoir lire tout et son contraire dedans. Voilà. Donc, il faut se méfier, il faut vraiment revenir à des choses très basiques comme on a pu le faire depuis 3 semaines, très, très rapidement, sinon on aurait rencontré trop de problèmes. OK pour distinction selon horizon de temps. Je ne cherche pas à vérifier tes dires. Je sais plus c'est dur. Oui, non, mais les critères pour les retournements ou pour les ranges, puisque c'est bon, là, puisque j'ai terminé, donc j'ai 2-3 minutes pour te répondre. 1, c'était Elliott. 2, ensuite, je vais travailler avec toutes les divergences. Moi, je vais travailler ensuite énormément sur les projections de vagues, mais pas donc là, tu me vires Elliott sur les projections. Alors, les projections de Fibo, les projections, je veux dire, de graphiques, etc., ce qui va me donner dans des niveaux, et dans des niveaux sur lesquels j'attends que le marché s'arrête. Après, avec mes indicateurs GTS aussi, je vais regarder donc un certain nombre de choses, et donc, je vais essayer d'anticiper sur des niveaux pour savoir est-ce que le marché peut s'arrêter à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, en intraday, j'ai des cycles sur les journées. Voilà. Bon, là c'est un petit peu complexe pour. Voilà. Donc, je ne vais pas. Mais on va dire que j'ai les journées. Donc, là, je parle de l'intraday, fonctionne selon des scénarios à peu près répétitifs. Et dès lors que l'on réussit à déterminer les cycles, voilà, c'est une manière de faire de l'Elliott, mais en fonction des journées. Enfin, là, c'est très, très complexe. Et oubliez ce que je viens de vous dire. Voilà. Comprends bien, tu envisages plusieurs grilles, tu vois si le marché. Ah, mais ça, c'est toujours la même chose. Hein. Moi, je n'ai aucune prétention. Lorsque j'arrive sur les marchés, je considère que j'ai tort. Je fais mes plans. Je suis très modeste. Je gère mon risque. Bon, j'essaye d'avoir raison plus souvent que tort. Ou j'essaye lorsque j'ai raison, que le gain soit supérieur en fait à la perte. Voilà ce qui m'intéresse. Et qu'au final, voilà. Mais j'envisage, je considère sur les marchés que tout est possible. Et c'est cette grosse difficulté souvent. Il faut avoir cette humilité. Il faut avoir cette humilité suffisamment chevillée au corps, je dirais, pour ne pas que ce soit un faux semblant. Donc une réelle humilité. Une réelle humilité, ça veut dire oui, sincèrement, j'ai beau avoir 23 ans, ou 24 ans, 25 ans dans le métier, je considère à tout moment que tout peut arriver. Et j'ai beau avoir donc ce métier-là, ce n'est pas grave. Il faut que je sois réellement humble. Donc, je fais plusieurs scénarios. Mais en même temps, souvent, si vous vous mettez dans cet état d'esprit-là,
l'état suivant, c'est que vous n'êtes absolument pas en confiance, parce que si vous êtes humble, c'est-à-dire si vous ne croyez pas à vos analyses, comment pouvez-vous aller cliquer? Ensuite, comment pouvez-vous être suffisamment sûr pour aller cliquer? J'espère que vous me suivez. Souvent, pour aller cliquer, il faut être sûr de soi. Alors, sûr, vous êtes sûr. Voilà, donc vous cliquez, puis après, bon, mais le marché vient donc valider ou pas votre scénario. Mais comment peut-on réussir à cliquer sur sa souris et donc risquer une certaine somme d'argent alors que l'on sait que l'on ne sait pas, justement? Ben, c'est exactement ça. Le trading, c'est avoir cet état d'esprit-là où tout est possible à tout moment. Je suis sûr de moi parce que je sais que sur la série en cours, je gagnerai car mon système est pertinent et tel que je vous le présente, ça paye et ça fonctionne. Mais je sais aussi que sur l'opération en cours, ma seule certitude, c'est ce que je risque. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Oui, sur le paradoxe, humilité, prise de position. Merci. Ouais, sur le cycle jour, c'est effectivement tout ça. Non, non, c'est clair. C'est-à-dire que, effectivement, j'étudie vraiment le fonctionnement du CAC sur la journée, comment est-ce qu'il va réagir à certaines heures, etc. Enfin bref, voilà. Là, c'est... Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie. On a terminé pour aujourd'hui. C'est exactement ça. Donc, c'est la phrase de Jean Gabin qui dit « Et aujourd'hui, lorsque j'étais jeune, je savais, et puis aujourd'hui, j'arrive à 60 ans, et tout ce que je sais, c'est que je ne le sais pas. » Donc, moi, je suis encore loin des 60 ans, donc ça va. Mais je le sais déjà, que tout ce que je sais, c'est qu'on ne sait jamais. Voilà. Et donc, il faut réussir à être sûr de soi, tout en sachant que l'on ne sait pas. Voilà. Donc, sur cette phrase, donc j'espère que ça vous a intéressé. Donc, j'espère surtout que ça vous est utile, hein, sinon, voilà. Donc, vous n'hésitez pas à me faire des retours, parce que franchement, c'est super. Parce que vous me faites des retours, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je vous souhaite une excellente journée à tous, évidemment, sur les marchés. OK. Ciao, ciao à tous. Allez, excellente. Voilà. Alors, vous me direz, alors, je suis preneur, vous me le direz, puisque alors, je vous ai volontairement pas mis la grille analysant de 8 phases, histoire que vous notiez que, voilà, sinon je peux vous l'envoyer ou lorsque je ferai donc le montage vidéo, parce que je pense que je vais le mettre en ligne, je peux l'ajouter, hein, voilà. Donc, vous me dites, allez, ciao, ciao, excellente journée à tous. Allez, à plus.